Le personnel de santé ivoirien a mauvaise presse ces derniers temps avec la multiplication des dénonciations de mauvaises pratiques, de négligence et d'une incompétence généralisée au sein des hôpitaux. Leur réputation est loin d'être intacte. Alors faut-il pour autant mettre tout le monde dans le même sac et généraliser les choses? Eh bien non, de l'avis des professionnels de santé et du métier qui veulent remettre les points sur les i. Alors justement, on leur tend le micro dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames en blanc aujourd'hui, non? On s'est passé le mot. On s'est passé le mot. Tout en blanc. Notre styliste Patrick Edouard s'est dit allez. Allez, on va mettre un peu d'ange. C'est ça, c'est vrai, c'est angélique. C'est un petit peu en rapport aussi avec le thème. Hein. On est un petit peu en blanc comme les blues. Ah oui, j'avais pas du tout fait le rapprochement. Même si on n'est pas en blues, mais on est en blanc comme eux. Mais je pense que peut-être que c'est ça, qui lui a mis la puce à l'oreille. Peut-être. C'est ça. Qui sait? Bon, effectivement, on est stylé, comme d'hab. Alors effectivement, les filles, aujourd'hui, on parle des médecins, du corps médical de manière plus générale. Et surtout, ces derniers temps, on le sait, on en a beaucoup parlé également sur le plateau des Femmes d'ici, il y a eu plusieurs affaires des affaires qui ont quelque part un peu révélé tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que patient ou visiteur d'un centre de santé en Côte d'Ivoire. Et donc, beaucoup d'indexations et d'accusations du personnel médical qui est violent avec les patients, qui ne serait pas du tout compétent, qui serait un petit peu négligent et qui n'aurait pas les bonnes pratiques. Alors, beaucoup de généralisations finalement, et on n'a pas autant entendu les médecins sur la question. En effet, bon, pour moi, ils doivent s'exprimer, mais bon, je crois que je vous ai déjà dit que moi, de famille, les gens de ma famille sont dans le personnel de santé, donc j'ai un recul. J'ai beaucoup de recul par rapport à des situations, même si en tant que personne, c'est inadmissible de voir des comportements qu'on a vus récemment. Mais c'est très bien qu'on donne la parole au personnel de santé, aux médecins. Je pense que, quelque part, les torts peuvent être partagés. Alors moi, je prends plutôt le côté de ces personnes-là, justement, qui en ont un petit peu ras-le-bol de toujours entendre du mauvais traitement de certaines personnes. Mais heureusement, comme je dis, je fais quand même la part des choses en disant tout le monde, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais toujours est-il que quand il y a une situation qui arrive et qui entache la profession de médecin, c'est aussi l'image de la Côte d'Ivoire qui est entachée, parce que je pense que la santé, c'est un domaine des plus importants, je pense, dans la vie. C'est pour ça que d'ailleurs que les médecins existent, c'est pour s'occuper des patients. Donc quand on me dit qu'on ne peut pas traiter un patient parce qu'il n'y a pas d'argent, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de colère en moi par rapport à certaines situations. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Peut-être. Et sûrement qu'ils vont faire aussi leur plaidoyer, nous expliquer dans quelles conditions ils travaillent, et puis nous parler de toute la nuance que peut-être on n'a pas forcément... On n'a pas forcément. Voilà, forcément. À notre niveau, parce qu'on n'a pas forcément l'information. Mais avant de recevoir sur notre plateau donc, tous ces médecins qui vont défendre leur cause, on va quand même porter la question sur la place publique. On vous demande, faut-il mettre donc, tout le corps médical dans le même panier ? Ou y a-t-il de la nuance et de très bons médecins, de très bons éléments dans ce secteur? On va écouter vos réponses. On ne doit pas les mettre dans le même lot, contrairement à les médecins qui sont à l'hôpital général. Par contre, après tout, c'est l'homme. Hein. C'est que l'homme, on doit prendre soin de l'homme avant de demander de l'argent. Parce que contrairement à ceux qui sont en Europe, ce n'est pas le cas. On soigne le patient avant de demander de l'argent. Donc, il y a certains docteurs en Afrique, on en trouve beaucoup qui aiment beaucoup l'argent. C'est-à-dire que si tu as fait un accident qui t'arrive directement à l'hôpital, ils vont te demander les premiers soins, ils vont te demander de l'argent pour pouvoir s'occuper du patient. Or, par contre, ce n'est pas le cas. Normalement, on doit les mettre dans le même lot parce qu'on doit les censurer, les sanctionner.
Parce que quand on fait partie d'un collège et qu'on sait que la vie est sacrée et qu'on sait que dans des hôpitaux, il faut payer pour mourir. Et quand on sait qu'il y a des chargés, comme on dit, de relations médicales ou médicaux, il y a des sages-femmes qui sont obligées d'escroquer nos mamans pendant qu'elles sont en train d'accoucher. Sinon tu meurs. Et qu'il y a un ministre de la Santé et qu'on nous parle de santé publique et que tout le monde y paye et qu'on nous parle des CMU et que les gens meurent gratuitement. Tous les médecins sont malhonnêtes. Voilà, je le dis, y compris leur ministre d'abord même. Parce qu'il le sait et il ne réagit pas. Normalement, quand on fait partie d'un collège et qu'on fait, comme on dit, on prête allégeance au serment d'Hippocrate, la vie de tout individu, quelle que soit sa race, est prioritaire. Mais ici, dès que tu rentres, tu n'as pas de carnet, tu es mort. Dès que tu n'as pas d'argent pour le médicament, tu es mort. Le médecin, il ne te calcule pas. Les urgentistes sont des assassins. Si tu n'as pas 300 000, tu es mort. Donc tous les médecins sont des voleurs, des coupeurs de route, des racketteurs. Alors là, je crois que je n'ai jamais entendu un témoignage aussi comment dire, je pense qu'il a vécu. Il a dû forcément vivre quelque chose autour de lui qui le fait réagir comme ça. Il est en colère. Hein. Oui. Mais je pense qu'en réalité, je pense qu'il est l'exemple même de ce que la population en réalité pense tout bas. Ouais, parce que vraiment, après, c'est dangereux d'avoir ce type de discours. Tous les médecins sont des voleurs, sont des racketteurs. C'est sûr qu'il exagère. Mais là, c'est fort. Grave, voilà, c'est dans l'extrême. Oui. Je peux comprendre, c'est vrai qu'il y a des émotions. Un cas extrême, il a dû vivre quelque chose comme ça. Exactement. Alors, nos médecins qui sont en coulisses là et qui attendent d'arriver sur le plateau, j'imagine qu'ils ont dû réagir avec, avec émotion à tout ce qui a été dit. On va les accueillir en plateau tout de suite d'ailleurs. Docteur Aboubacar Siddiq Bakayoko, qui est donc président du syndicat des médecins privés de Côte d'Ivoire. Nous avons également Abdraman Berté, lui chargé de télémédecine, et docteur Raoul Yapo Monsan, secrétaire général de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, on a un petit reportage à visionner, mais j'ai juste envie d'avoir votre petite réaction comme ça à chaud, suite à ce micro-trottoir qu'on a entendu. Vous étiez en coulisses, vous l'avez entendu également. Les médecins, tous les médecins sont des voleurs, tous les médecins sont des assassins, ou des coupeurs de route, des assassins. Ça vous inspire de route, quoi, des racketteurs, Voilà. C'est la réaction d'un citoyen. Donc, on sait que l'on a prêté serment. On sait qu'on a comme priorité de donner, de sauver des vies. Et le médecin, pour moi, c'est celui qui est conforme à sa déontologie, à son serment, c'est-à-dire le respect de la vie et de la personne humaine. Maintenant, après, chacun analyse et puis interprète un peu comme il le ressent. Je comprends sa peine, mais bon, je ne suis pas d'avis avec tout ce qui a été dit. Mais ça vous fait pas un peu de la peine, justement, qu'on vous voit comme ça? Non, parce que je ne pense pas que ce soit forcément la pensée de toute une population. C'est vrai que c'est un micro-trottoir. Et en général, on dit en journalisme qu'on préfère citer le train qui arrive en retard que les trains qui arrivent à l'heure. On préfère citer l'avion qui s'est crashé que tous les avions qui atterrissent à l'heure. Donc, c'est un de ces exemples-là. Et puis, il faut dire que c'est très facile de critiquer des situations quand on est à l'extérieur d'un système. Okay? C'est vrai, parce que lui, il ne peut parler de ce qu'il a vécu. Mais si on prend l'ensemble des populations qui ont vécu des situations et qui sont allées solliciter des soins à l'hôpital, je pense que ce n'est pas la majorité qui va réagir comme ça. De cette manière-là. Okay? Donc, souvent, les réactions sont excessives. Quand on écoute les populations, ça nous permet de comprendre vraiment le ras-le-bol des personnes qui ont vécu des situations difficiles dans les hôpitaux, c'est vrai. Mais de là à traiter tous les médecins d'assassins, de criminels, de coupeurs de route, bon, c'est vrai que ça fait sourire un peu, mais en même temps, ce n'est pas bon pour l'image qu'on veut donner de ces braves personnes qui, chaque jour, font les efforts pour sauver les vies. C'est ça. Okay? Donc, vraiment, on a compris son ras-le-bol, mais en même temps, on comprend que c'est excessif et ce n'est pas du tout bon de présenter les professionnels de santé comme des malhonnêtes. Ce n'est pas du tout bon. Et le revers que ça peut comporter, c'est, vous savez, il y a des gens qui sont très susceptibles, qui sont très, je peux dire, en guillemets, extrémistes. Le fait qu'on leur dit que tous les médecins sont des assassins, bon, il peut se mettre en mission pour dire, bon, moi aussi, je vais
me comporter de façon désinvolte vis-à-vis de ce personnel qui tue les gens. aller un peu va-t-en-guerre. Voilà, vous voyez. Donc, c'est pas bon du tout de tenir ce genre de propos. Lorsqu'on vous donne le micro devant les caméras, c'est pas bon de tenir ces propos. Après, c'était de l'émotion, je pense. Voilà, c'est ça. Peut-être à sa décharge, il a réagi juste de manière épidermique. C'est ça, on a compris cela. Docteur Berthet. Oui, moi, j'ai souscrit à ce que mes collègues ont dit. C'est-à-dire que les médecins, ils ne sont pas tous mauvais, entre guillemets. Il y a certainement quelques brebis galeuses. Mais il faut entendre ce que les gens disent. Parce que si, quand même, ils se sentaient à l'aise, s'ils étaient satisfaits, ils ne se plaindraient pas. Mais tout le monde n'est pas... Voilà, il y a des bons médecins qui font du bon travail. Et aussi, le ministère est à la tâche. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, il y a une loi qui a été votée pour réformer les hôpitaux, qu'on appelle la loi sur la réforme hospitalière. Enfin, la loi portant réforme hospitalière. Et les textes d'application de cette loi sont en train d'être finalisés. Et voilà, ça veut dire que le ministère est conscient, le gouvernement est conscient qu'il y a des choses à améliorer et à la tâche, effectivement, pour améliorer le système de santé. Alors effectivement, il y a des efforts qui ont été consentis du côté du ministère de la Santé publique, donc du gouvernement. Pour autant, il y a toujours des problèmes structurels au sein du secteur de la santé, comme vous allez le voir dans ce reportage préparé par Karine Cassi. 5, c'est le nombre de centres hospitaliers universitaires que compte la Côte d'Ivoire. Le dernier en date, le CHU d'Angré, inauguré en 2017. Cet établissement sanitaire public d'une capacité d'hospitalisation de 250 lits a coûté à l'État ivoirien la somme de 37 milliards 320 millions de francs CFA. Une somme quasi égale à celle de 40 milliards de francs CFA alloués à la réhabilitation du CHU de Yopougon, dont la réouverture est prévue pour 2022. Des efforts consentis par l'État qui ne résolvent pas pour autant les problèmes structurels du secteur de la santé. Le corps médical se voit parfois indexé dans des affaires de détournement de médicaments, d'enrichissement illicite, d'absentéisme ou encore de négligence. Certains professionnels de santé des hôpitaux publics créent des cliniques privées illégales où ils y consacrent 60% de leur temps de travail. En 2019, le ministère de la Santé engage une campagne de fermeture de ces établissements privés illégaux, mais à ce jour, certains fonctionnent sans être véritablement inquiétés. Cette plaie du système de santé n'a rien de nouveau. Selon un rapport du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en 2009, sur 1242 structures sanitaires privées recensées dans la zone sud de la Côte d'Ivoire, 847 ne possédaient aucune autorisation d'ouverture. Parmi eux, 591 étaient des centres de soins infirmiers, des lieux où les employés sont généralement des fonctionnaires d'hôpitaux publics qui abandonnent leur poste pour y travailler. Pour 2021, l'État de Côte d'Ivoire a alloué un budget d'environ 416 milliards de francs CFA au ministère de la Santé, espérant ainsi améliorer le cadre de travail des professionnels de la santé. Alors, moi, avant de commencer, de parler dans le détail du sujet, je voulais vous poser la question pour tout le monde. Tout le monde dit, ils ont fait le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est quoi le serment d'Hippocrate plus précisément, en fait, et en quoi ça vous engage? Alors, le serment d'Hippocrate, c'est... Je vais vous lire l'article du Code de déontologie qui vous ramène au serment d'Hippocrate. En fait, c'est l'article 2 du Code de déontologie qui dit quoi? Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toutes circonstances le devoir primordial du médecin. Le serment d'Hippocrate, c'est un serment de privilégier la vie sur la mort. Le serment d'Hippocrate n'est en rien un serment de bienfaisance. Donc, faisons très attention à faire un amalgame entre le serment d'Hippocrate et un serment de bienfaisance. Il ne s'agit pas d'un serment de pauvreté non plus. Le médecin décide de faire tout et de mettre tout en œuvre pour sauver la vie. Il décide de faire tout et de mettre tout en œuvre pour se taire sur tout ce qu'il aura vu au cours de ses soins dans le domicile ou dans l'environnement du malade. Et c'est de là que découle justement le secret médical. Et de n'en parler à personne. Vous parlez vous faites la distinction avec le serment de pauvreté pour dire on a le droit de s'enrichir en tant que médecin, c'est ça? C'est pas que forcément de s'enrichir. Mais j'ai entendu dans votre public reportage que c'est l'argent qui intéresse le médecin. Mais le serment d'Hippocrate, moi j'ai prêté serment pour sauver des vies. Vous venez me voir, vous avez, pas vous personnellement, un problème d'anémie. Je dois vous transfuser du sang.
c'est le médecin qui doit sortir de sa poche l'argent pour aller payer le sang. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Non? C'est comment est-ce qu'on... Quand il vous demande de l'argent, pourquoi on aille payer le sang, on dit que c'est l'argent qui l'intéresse. Alors, écoutez, là... Non, mais après, c'est vrai qu'il y a un raccourci qui est fait, on bien imagine sûr. que ça va tout de suite... Il doit vous soigner, il doit prendre des médicaments. Les médicaments, le médecin ne le fabrique pas, il va en pharmacie. On vous demande de l'argent pour aller payer les médicaments, on dit que c'est l'argent qui l'intéresse. Là où il y a un problème, et là, je vais être très direct avec vous, c'est que c'est bien gentil de dire qu'effectivement, il faut acheter du sang pour pouvoir se sauver. Je vais dans votre sens. Mais lorsqu'une personne qui, par exemple, vient juste d'avoir un accident de voiture, cette personne-là, elle n'est même pas peut-être à côté de sa famille. Cette personne-là, une ambulance vient la chercher et on la dépose au CHU. Et le CHU, donc le personnel soignant qui est censé sauver la personne avant même, comme on dit, comme vous avez dit, le serment d'Hippocrate, c'est de privilégier la vie sur la mort. Et qu'on laisse cette personne-là sur le sol, étendue, et qu'on lui dise, et qu'on dise à cette personne qui est en train de mourir, je ne peux pas vous traiter parce que non seulement il n'y a personne à côté de vous, mais en plus de ça, vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous soigner parce qu'il n'y a personne. Comment vous réagissez à cette situation-là? Non, ce n'est pas ce qui est dit, hein. C'est pas ce qui est dit. Bon, c'est ce qui se passe, en tout cas. Enfin, je vous laisse parler. Je voudrais peut-être, à ce niveau... alors, il faut savoir, Hippocrate, qui est Hippocrate? Hippocrate, nous, on l'appelle, c'est le dieu de la médecine. Oui. C'est le père de la médecine. C'est Hippocrate qui a commencé à développer l'école, l'enseignement de la médecine. Et après, les choses ont évolué. Et puis, bon, il y a eu des spécialités et ainsi de suite. Donc, Hippocrate a laissé il a laissé une ligne de conduite pour qu'un médecin puisse être celui-là qui découle de l'enseignement de la médecine et tout ça. Il a laissé. Hippocrate, ce n'était pas seulement un soignant, mais c'était un philosophe, c'était une personne vraiment très en contact avec la population qui prenait en compte les questions éthiques. Et donc, le serment d'Hippocrate dont nous parlons, ce sont des énoncés du principe éthique rattaché à la prestation médicale. OK. OK, donc... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne ce que vous avez dit tout à l'heure, une personne qui est accidentée, alors, par exemple, oui. Ne prenez pas un cas isolé pour faire la règle. Parce que je sais qu'il y a des principes qui existent au niveau du ministère de la Santé, par exemple, mais ce n'est pas seulement au niveau du ministère de la Santé, même au niveau du ministère du Transport, il y a des lois qui existent et qui demandent qu'en cas d'accident de la circulation, le patient qui arrive puisse être traité gratuitement les premiers jours. Okay? Donc, si cela ne se fait pas... Dans les cas d'urgence. Oui, dans le cas d'urgence. Les 2 premiers jours, c'est gratuit. Le temps que les parents viennent réagir et tout ça. Maintenant, après cela, la personne rentre dans un système soit d'intervention chirurgicale ou bien d'hospitalisation. Oui. Là, c'est autre chose. Mais aux urgences, il est prévu que la personne soit prise en charge gratuitement, y compris les médicaments. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Il y a des témoignages c'est pour ça que j'ai dit il ne faut pas généraliser à des cas isolés. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut dire peut-être que des personnes qui étaient peut-être de garde et tout ça n'ont pas appliqué le système. De là dit que c'est ce qui se fait de façon générale. Il faut faire très attention. Docteur Berthet. Moi, j'ai beaucoup aimé votre reportage parce que vraiment, il montre, il trace franchement, il montre l'image. Enfin, c'est la réalité des choses. Et l'exemple, vous prenez un exemple concret qui touche à ce qu'on appelle l'organisation des soins dans un pays. Vous savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui 4 CHU. 5, non, c'est ça. Dans la ville d'Abidjan. Dans le grand Abidjan, c'est 4 CHU. D'accord. Et il y avait 3 CHU depuis 1985 avec le CHU de Yopougon. Donc, 85 à 2021, 30 ans après, c'est-à-dire qu'on a ajouté un seul CHU. Engrais. Et quand on voit la population qui monte, c'est comme une équipe de football. Ça veut dire que les CHU, c'est le top niveau d'un système de santé. Ça veut dire que quand les petits centres de santé, entre guillemets, et puis les hôpitaux de proximité sont dépassés, on va vers le CHU. On va au CHU. Au CHU, il y a tout le panel, notamment les accidentés, comme vous le dites, on les transporte au CHU. Comme on n'a pas beaucoup de CHU, et quand vous prenez la défense, vous avez beau mettre les grands défenseurs, quand les 90 minutes
du match, pendant les 90 minutes, la défense ne fait que encaisser. Arrêter les attaquants. Mais à un moment donné, la défense craque. D'accord. C'est ce qui se passe, en fait. Les CHU sont débordés, hyper sollicités. Et débordés. Aujourd'hui, vous allez aux urgences, parfois, il n'y a pas de place. C'est la triste réalité. Donc, les gens ne refusent pas toujours. Mais c'est parce que les capacités, parfois, ne répondent pas. Donc, il faut vraiment aller vers une organisation qui offre plus de couverture sanitaire. Et c'est l'objectif, effectivement. Parce qu'effectivement, la population a explosé depuis. Et donc, moi, je le disais en début d'émission que de famille, en fait, je comprends un peu le système de santé. On est avec des médecins. Vous êtes sous un ministère de la Santé. Donc, je pense qu'on doit parler sans tabou. J'espère qu'on va parler sans tabou. Le point, finalement, qui est focal, c'est l'organisation. Ce n'est pas tant la volonté du médecin à soigner, à donner les soins, c'est l'organisation. Comment j'aimerais qu'on parle de cette organisation. Concrètement, comment ça se passe, en fait? Moi, je sais qu'il y a des services, au CHU de Treichville qui sont fermés. Je sais, parce que la néonate, à un moment, c'était fermé. Il y a des services au CHU de Yopougon qui sont fermés. Je ne me rappelle pas vraiment exactement le nom des services, mais je sais, néonate, je le sais, parce que ma mère a travaillé là-bas. Mais concrètement, quand on a 4 CHU, je crois que tout à l'heure, on parlait de un médecin pour 4000 habitants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'a pas assez de médecins, finalement, ou on n'a pas assez de centres, on n'a pas assez de matériel, on n'a pas assez d'aides-soignants, on n'a pas assez d'infos. Et concrètement... C'est tout ce que vous dites. L'émission est terminée. En fait, ce que vous dites, en réalité, c'est que vous êtes tous un peu débordés, dépassés par les événements et que c'est compliqué de faire votre travail correctement, finalement. Bon, c'est vrai que c'est un raccourci, mais ça pourrait résumer la chose. Il y a Abidjan, le docteur Berthet vient de dire, il y a 4 CHU. Le CHU de Yopougon est fermé depuis quelques jours, quelques mois, bien sûr. Après, le centre, la PMI, qui avait un centre communautaire qui recevait, en cas de fermeture du CHU de Yopougon, qui recevait les patients, est fermé. Yopougon, l'une des plus grandes communes. À Treichville, il y a des services, des services qui sont fermés. Celui des gynécos. Celui des gynécos est fermé récemment, c'est vrai. Alors, on ne peut pas faire de miracle. On travaille. D'ailleurs même, et ça même, je me demande si les médecins ne vont pas y arriver, parce que c'est déontologique. L'article 4 du Code de déontologie interdit aux médecins de travailler quand les conditions ne sont pas réunies. Donc, en réalité, si le médecin voulait suivre sa déontologie, aucun de nous ne travaillerait actuellement. D'accord, ok. Alors, parce que vous n'êtes pas dans les conditions. Parce qu'on n'est pas dans les conditions. Mais si on le fait, ça va créer encore... Celui qui a parlé de couper de route, mais là, il va dire qu'ils ont coupé le pays. Non, parce que normalement, il n'y a pas de conditions pour travailler. Alors, je sais que tu as envie de réagir, Aurélie, mais il faut qu'on parte en pub. Et on me harcèle dans l'oreillette. Donc on va partir en pub, on va revenir dans quelques instants et la conversation, on va la poursuivre. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. On parle des médecins, du corps médical en particulier et des problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi de tous ces griefs que beaucoup de patients, que la population ivoirienne a à leur rencontre. Alors, juste avant de partir en publicité, Aurélie, tu avais une question brûlante à poser. J'avais une question. Alors, on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'il y a eu la création, très bien d'ailleurs, d'un centre hospitalier urbain à Angré, donc CHU d'Angré, de 37 milliards. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que... Bon, c'est très bien qu'on ait créé un nouveau centre, mais les anciens qui sont là, qui reçoivent le plus grand nombre de populations, c'est Cocody, Treichville, Yopougon actuellement. Pourquoi ces centres-là ne sont pas réhabilités? Et je vous le dis parce que même il y a quelques jours, j'étais encore au CHU pour justement des analyses et j'ai remarqué les infrastructures, c'est complètement délabré, alors que c'est un des centres à Cocody. C'est un des centres qui reçoit un très grand nombre de malades en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Oui, en fait, moi, votre question est intéressante. Mais en fait, je pense qu'il faut faire les deux. On ne peut pas arrêter de construire de nouveaux hôpitaux et seulement réhabiliter les anciens. Sinon, on n'ira pas vers une bonne couverture sanitaire. Parce que si vous avez
Aujourd'hui, les hôpitaux qui sont en place, en termes de nombre même, ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Il faut en construire de nouveaux pour étendre la couverture sanitaire. Selon vous, il en faut combien? Actuellement, enfin, selon votre... Bon, aujourd'hui, on doit être autour de 2600 établissements de soins, tout compris. Dans le pays? Dans le pays. Oui. Et 5 CHU, 17 CHR et 90 hôpitaux généraux. D'accord. Et puis vous avez 524 centres de santé urbains, c'est-à-dire que les sous-préfectures, il y a des centres de santé où il y a un médecin généraliste, un ou deux médecins généralistes et puis des infirmiers. Et puis vous avez à peu près 1500 centres de santé ruraux qui sont dans les villages où il y avait des infirmiers, des sages-femmes. D'accord. Aujourd'hui, il faut d'abord faire en sorte que sur les 33 régions, on ait 33 CHR. Donc ça veut dire que 17, il en manque autour de... 15. Voilà, on peut faire facilement il en faut au moins 13 compte. Il en reste 15. Et voilà. Il faut aussi... partout où il y a un département, il faut aussi un hôpital général. Aujourd'hui, vous avez des départements qui n'ont pas d'hôpitaux généraux. Donc, le calcul est facile à faire. On a autour d'une centaine de structures à mettre en place. En termes d'hôpitaux. Alors vous êtes en contact avec, permanent avec le ministère de la Santé, donc avec les autorités en mesure de... Pourquoi ça vous fait sourire, docteur? Parce qu'on parle d'une centaine, c'est beaucoup, mais c'est envisageable. Ce serait quoi le calendrier, à votre avis, à votre humble avis, à regarder les choses et comment elles avancent? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais il faut aussi... Bon, je prends beaucoup. Il faut aussi dire que aujourd'hui, il y a des pratiques médicales qui amoindrissent un peu le besoin de mettre en place une infrastructure en tant que telle. C'est la télémédecine, par exemple. Oui. Et depuis 2015, le ministère a entrepris vraiment de développer la pratique de télémédecine, qui est une pratique médicale à distance via les TIC. Ça veut dire aujourd'hui, tous les patients ne sont pas obligés de se déplacer, trouver le médecin dans son cabinet. Mais monsieur, docteur, en zone rurale, où il y a beaucoup moins de pénétration Internet, beaucoup moins d'accès aux TIC et tout ça, la télémédecine, c'est un peu plus compliqué. Oui, en fait, on a développé le plan national de télémédecine. D'accord. Et il y a deux volets. Le volet télémédecine de centres de santé ruraux qui sont en contact avec les hôpitaux de proximité. Là, on a privilégié le téléphone, l'usage du téléphone, la téléphonie mobile, mais bien organisé avec des chiffres d'enregistrement, c'est organisé. Et certaines choses doivent se communiquer par SMS, par exemple. Ça veut dire, si le médecin veut donner le diagnostic à l'infirmier qu'il a sollicité, là, il est obligé de le faire par SMS. S'il veut faire une prescription, il le fait par SMS. Ça garantit une meilleure traçabilité. Je n'ai pas envie de taper sur la télémédecine, mais est-ce que ça peut remplacer un diagnostic classique en personne, surtout qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément détecter à distance, et surtout après, je parle au niveau des soins même, une fois que le diagnostic est fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même un manque d'infrastructures, il y a quand même un manque de centres de santé, donc comment est-ce qu'on se fait soigner? Ça ne règle pas le problème de... Oui, les spécialistes estiment aujourd'hui que dans le contexte africain, surtout ivoirien, une bonne télémédecine mise en place dans le système peut permettre d'éviter 40% des consultations en présence, présentiel. Donc de désengorger un petit peu les hôpitaux aussi. C'est simple, c'est-à-dire que vous venez dans un hôpital et de proximité, et le médecin généraliste, il vous reçoit. Il dit, bon, monsieur, vraiment, je détecte un problème cardiaque, donc je vais vous référer chez le cardiologue. Donc, vous devez voyager, faire 200, 300 km pour aller trouver le cardiologue. Mais aujourd'hui, il vous dira non, je vais envoyer votre dossier au médecin. En fait, c'est le dossier électronique du malade qui va voyager, trouver le cardiologue au CHU et n'importe où. C'est ça. Et le cardiologue va statuer sur le dossier du médecin, du patient, et communiquer avec le médecin et donner des indications thérapeutiques ou diagnostiques. D'accord. Voilà, donc ça permet aux malades de ne pas se déplacer. D'accord. Comme Anan, je n'ai pas envie de taper dessus, mais j'ai une autre question. Est-ce que ça ne donne pas encore plus de travail? Parce que ça vous oblige, vous aussi, à vous transformer, puisque vous avez votre consultation classique avec la personne, et un autre dossier qui vient par message, et un autre appel et tout. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui demande une implication, une transformation? Déjà que vous êtes, on va dire, en territoire très hostile, avec toutes les attaques en défense que vous recevez. Donc, oui, on aimerait bien vous entendre aussi. Alors,
D'abord, pour revenir sur les infrastructures, en tout cas, moi, en tant qu'ordre des médecins, je suis très mal placé pour parler des questions qui sont vraiment des questions spécifiques pour le ministère de la Santé. Mais ce que je sais, pour le fait que je participe actuellement à l'élaboration des tests dont le Dr Baptiste a parlé tout à l'heure sur la réforme hospitalière, je sais qu'en perspective, les choses, si tout est bien mis en place et que la réforme se met en place, les infrastructures vont se développer à une vitesse vraiment que la population même ne peut pas imaginer. Grand V. Oui. C'est une grande promesse, ça. Oui, Ça fait plaisir en tout cas, moi, d'entendre je fais confiance à tout ce que j'ai lu dans les tests que nous sommes en train d'élaborer, les décrets d'application et tout ça, parce que les structures seront autonomes. Okay. Alors, et chaque structure étant autonome va développer son plateau technique, va développer ses ressources humaines et tout ça. Mais en matière de ressources humaines, ce que je voulais dire, c'est que pour les médecins, ce que souvent on attend, c'est que les médecins ne sont pas compétents, ils sont ceci, machin. Vraiment, je voudrais rassurer la population. Les médecins ivoiriens sont des médecins compétents. Parce que l'ordre des médecins a cette prérogative de vérifier d'abord la qualité des médecins. D'accord. Voilà, un médecin inscrit à l'ordre qui exerce est un médecin compétent. Il a la qualification qu'il faut pour exercer. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que souvent, dans certains établissements, des personnes se font passer pour des médecins, alors qu'ils ne sont pas des médecins. Et très souvent, vous entendez, oui, les médecins ont racketté, les médecins ont détourné des médicaments. Et très souvent, ce n'est pas des médecins qui le font. Non, parce que dans un établissement, par exemple, dans un CHU, le CHU, il est grand. Vous voyez toute personne en blouse, on pense que c'est un médecin. On les appelle tous docteurs, et ça peut être des gens qui n'ont rien à voir avec les services. Alors, dans les CHU, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le... Mais est-ce que quand vous allez au CHU, si vous avez porté une tenue blanche, quelqu'un va vous demander pourquoi? Non, personne. Et si vous voulez, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'étiquette pour distinguer très souvent qui est infirmier, qui est aide-soignant, qui est médecin et tout ça. Donc, n'importe qui se met en blouse blanche, il apparaît dans le CHU et il peut solliciter des parents de malades, dire des choses et les gens vont penser qu'il fait partie de l'équipe. Et après, on se rend compte que des médicaments ont disparu, des malades ont été rackettés. Alors ça, c'est des suppositions ou c'est avéré? Vous avez non. Enquêtes, Moi, j'ai eu... En tant que secrétaire général de l'Ordre des médecins, on a eu des cas qui nous ont été rapportés. D'accord. À l'hôpital d'Abobo, il y a un hôpital général d'Abobo, un monsieur qui vient très tôt les matins pour venir ramasser les cadets des dames qui viennent en consultation. D'accord. Et il finit de ramasser les cadets des dames. Après, il passe, il dit, bon, qui n'a pas encore payé, donc il prend 1000 francs par personne. Donc, et il le faisait tous les matins. Et il venait très tôt. Et personne ne s'en rendait compte. Et il prend les canets, il les rassemble, il dépose à la table des femmes qui vont faire les consultations, des sages-femmes, et il disparaît. Et tous les matins, il vient avant tout le personnel. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un l'ait surpris pour se rendre compte que ce monsieur, il venait racketter les dames et il disparaissait avant que le personnel vienne. Vous voyez, donc il y a eu des cas comme ça. Et dans d'autres circonstances, on a eu des cas où le malade doit être opéré, excusez-moi, l'équipe chirurgicale est au bloc, il attend, et le brancardier qui doit prendre le malade soit des urgences pour aller jusqu'au bloc pour opérer, se met à marchander en faisant croire que ce sont les médecins qui sont au bloc qui demandent ça pour pouvoir opérer. Justement, ça et c'est quand par des concours de circonstances, quelqu'un tombe sur ce marchandage, on se rend compte que les médecins, pendant qu'ils attendent le patient au bloc pour l'opérer, et quelqu'un fait le marchandage avec les patients. Et il fait croire que ce sont les médecins qui demandent ça. C'est vrai, parce que le problème, c'est qu'entre le médecin et le patient, il y a tout un ensemble de personnel, il y a une chaîne. Et en fait, la chaîne, elle commence depuis l'infirmier, le brancardier. Et vous n'êtes peut-être pas... C'est ce qui est dommage, c'est ce qui entache votre réputation. C'est qu'on pense que oui. Et est-ce que ce n'est pas aussi un problème de salaire, entre guillemets? Parce que est-ce que le salaire est assez équitable ou assez correct pour éviter justement à ces personnes-là de pouvoir arriver à ces dérives? Parce que la question du salaire, avant d'arriver sur la question du salaire, il y a quand même une préoccupation intéressante que nous étions en train de débattre tout à l'heure. C'est le nombre de structures qui est pour le moment insuffisant. Et il y a quand même l'État de Côte d'Ivoire, à travers la politique sanitaire, repose sur 3 piliers. Le secteur public, qui est prépondérant,
un secteur privé en plein essor et puis la tradithérapie, voilà. Oui. Alors, pourquoi ne pas mettre en place une vraie politique de partenariat public-privé? Ça, c'est une proposition. Il y a dans certains endroits des structures privées qui existent. Mais on est rentré dans une dynamique de concurrence avec le privé. Et le privé. Alors que nous sommes obligés de regarder qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons pour améliorer la santé des populations. On l'a fait dans le secteur de l'éducation nationale. Bien sûr. Je le dis toujours. Quand nous, on était élèves, c'était une honte d'aller dans le secteur privé en tant qu'élève. C'est qu'on l'a renvoyé. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'était les gens qui étaient renvoyés qui partaient dans le privé. Mais aujourd'hui, dès que vous avez un peu d'argent, c'est vers les écoles privées que vous voulez envoyer vos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette politique-là qui a fait en sorte que l'État a affecté des enseignants même dans les écoles privées. L'État a affecté des élèves dans les écoles privées, mais à condition que ces écoles privées-là aussi répondent à un certain nombre de critères. Aujourd'hui, on a vu comment l'enseignement dans le privé s'est développé. Mais nous avons la chance que déjà, en Côte d'Ivoire, le secteur privé, en matière de plateau technique, est la locomotive. Oui. Mais essayons de mettre une vraie politique de partenariat public-privé plutôt que de venir mettre des structures concurrentes pour la même population. Et vous en parlez souvent. Alors, très souvent, tout le temps. Alors, quelle est la réponse en face? Bon, je vous donne un exemple. Une fois, j'étais au cabinet, une année, et puis j'ai fait cette suggestion. Alors, les autorités ministérielles me disent, il y a une réglementation, qui sont des normes, il me dira, par niveau de structure sanitaire. Un CHU doit avoir un scanner, un CHU doit avoir un centre de radio, un certain nombre de services. Oui. Parce qu'on parlait de Boaké, par exemple, où il y avait une structure privée qui avait un CHU et qui avait un scanner, mais le CHU de Boaké n'en avait pas. Et il était prévu que le CHU de Boaké ait son scanner. Et moi, j'avais proposé que, quand on prend de Korogo, Feke, Odiene jusqu'à Abidjan, il n'y avait pas de scanner sauf celui qui venait de se mettre à Boaké. Au lieu qu'on mette un autre scanner à Boaké, celui que l'État voulait mettre, qu'il le mette au nord. Comme ça, on aurait un scanner au nord, un à Boaké, et puis on fait un vrai partenariat, un vrai conventionnement public-privé. Ça nous permet de... Parce que c'est pas... Vous pensez de manière géographique plutôt. Voilà, on a dit non, c'est dans le plateau technique qu'il faut qu'il y ait ça. Mais ce qu'on a oublié, c'est que le CHU a existé sans qu'il n'y ait ça, sans que ça ne gêne personne. Pourquoi est-ce qu'on veut se confondre à des normes qu'on peut... Il faut faire avec ce qu'on a. On ne va pas réinventer la roue, mais il faut faire avec ce qu'on a. Si on va vers le privé, qu'est-ce que ça signifie en termes de coût pour un patient? Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'une vraie politique de conventionnement. On discute avec les organisations professionnelles, pas avec des personnes, pas avec des responsables des structures, avec les organisations professionnelles. On met en place un projet. Nous voulons un partenariat public-privé. Dans le partenariat public-privé, le privé accepte de faire un certain nombre de coûts pour permettre à la population d'entrer. Adapté, d'accord. Par derrière, l'État soutient ceux qui vont accepter les coûts à partir de la fiscalité, à partir de l'accompagnement, avec des ressources humaines et tout cela. Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas... Mais ça s'est fait déjà ailleurs. Il y a des structures aujourd'hui, étatiques ou privées, avec lesquels on a commencé cela et ça marche très bien. Mais de toute façon, l'État... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas généraliser? L'État ou les ministères fonctionnent comme ça dans différents secteurs d'activité, comme le transport, etc. Donc, ce n'est pas un problème. Je pense vraiment que c'est un vrai manque de volonté politique, le système de santé qu'on a actuellement. Et donc, la conséquence est forcément sur les médecins. Désolée, je prends la parole pour vous. Mais la conséquence est sur les médecins, les personnels de santé qui, finalement, subissaient parce que vous êtes au contact humain. Et à la fin de la journée, la mort de quelqu'un, la perte d'un membre ou quoi que ce soit, ça a un impact sur sa vie et sur la vie d'une famille. Et c'est vous qui êtes, on va dire, une fronte. Et donc, forcément... Qui prenez toutes les critiques. Ce que vous dites est tellement juste. Vous prenez, par exemple, un médecin. Normalement, le médecin, il prend 15 minutes pour faire une consultation normale. OK? Donc, il ne peut pas excéder un certain nombre de consultations par jour, en fonction du laps de temps qu'il travaille.
Mais imaginez-vous qu'il y a des médecins qui font jusqu'à 30 consultations, 40 consultations, 50 consultations par jour. Mais imaginez-vous, la 51e consultation, s'il y a un problème, on oublie les 49 consultations qu'il a faites qui sont bien passées, on oublie ça, mais c'est le seul bémol qu'il y a. Alors que ce qui est arrivé, c'est parce que le médecin était épuisé. Il était hors de son... Docteur Berthet, le dernier mot. J'ai plus beaucoup de temps, je suis vraiment navrée. Je voulais vraiment rassurer, vous rassurer vraiment le docteur, le frère. Oui. Moi, j'ai aimé, il a dit la même chose à une autre émission, j'ai vraiment aimé. Dans la loi portant réforme hospitalière, il y a toute une section qui est prévue pour la collaboration hôpital public. Votre reportage a posé le vrai problème, c'est-à-dire quand les gens ne sont pas à l'hôpital public, ils sont au privé. En fait, le privé n'a pas son personnel. C'est le personnel du public qui y travaille. Quand ils sont au privé, ceux qui viennent au public se plaignent. Donc il faut que tout ça soit organisé, c'est bien pris en compte dans la loi portant réforme hospitalière, toute une section qui est consacrée. Maintenant, ça va s'organiser, c'est fait de la belle manière, et les textes d'application, tout organisé, comme le docteur Yapo l'a dit, avec une vitesse grand V, si vraiment cette loi est mise en œuvre. C'est le camp des optimistes ici. OK. Je pense qu'on verra les résultats. Ça marche. Bon, on a de l'espoir alors. Merci encore. Oui, je sais, on n'a plus beaucoup de temps, c'est comme ça tout le temps. On va voir comment on va s'organiser pour que vous puissiez revenir à l'antenne et exprimer votre point de vue. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vous, surtout, ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de cette édition. À tout de suite. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous prendre en cours, votre émission Les Femmes d'ici, elle continue. Et je vous rappelle que Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, numéro 4 de la TNT ou 204 du bouquet Canal. Alors, on va à présent passer à notre portrait du jour. C'est dans la rubrique Dans le miroir 2. Focus aujourd'hui dans le miroir sur une association qui s'est donnée pour mission de former des jeunes filles africaines à la négociation. Négocier pour bien l'idée. Alors, le plus de Swadela, c'est que le coaching est effectué par d'autres femmes, d'autres jeunes femmes. L'ONG est déjà présente au Mali et des résultats sont observables chez les premières filles qui ont été justement enrôlées dans ce programme, comme vous allez l'entendre dans cette compilation de témoignages. Les formations sont bien formées parce que wakati dɔw la ne ni terimuso dɔw yɛrɛ delila ka kɛlɛ ne m'a essayé ka ɲininka yɛrɛ mais ne bɛna faamu ni formation in tɛmɛna n b'a essayé ka a tigi la faamu pour que an bɛ se ka intégrer cogoya min. A ye ne intéressé kosɛbɛ parce que ne tun bɛ ko dɔw kɛ ni ne ni terimuso tun kɛlɛla ne tun bɛ sini kan ne tun bɛ taa ne tun tɛ sɔn ka dumuni kɛ ne ye formation faamuya. Nini kalan, nini suara nini kasu, anak jalan nak ada, anak nyong sama, anak jalan. Kalau nini buat kerja, nini nini tujuh puluh, nini cuma nini buat kerja untuk investigasi, nini buat kerja, nini suara nini kasih kerja pasang. Salut tout le monde, je suis Tana Samake, je suis blogueuse malienne et négo-coach pour Swadela. Ce qui signifie que j'ai suivi une formation en négociation et qu'à mon tour, j'ai enseigné la négociation à des adolescents du second cycle, suivant la méthodologie du curriculum Swadela. L'objectif durant les cours était par le biais de la négociation d'aider les filles à découvrir et à exploiter leur potentiel, leur apprendre à se fixer et à atteindre des objectifs de vie. Durant le processus, nous leur avons appris à s'exprimer, à partager leurs opinions. Voilà, alors on va être rejoints maintenant en visioconférence par les deux cofondatrices de Swadela. Justement, l'une est à Boston, il me semble, et la deuxième à Paris. Djeneba et Anne, vous m'entendez? Bonjour Anne, oui, on t'entend très bien. Bonjour à toutes les deux. Alors, première question. On entend de plus en plus parler de formation autour de tout ce qui va être Women and Girls Empowerment et de l'importance donc de mettre les jeunes filles et les femmes au premier plan sur plein de questions de développement. Qu'est-ce qui vous démarque de ce type de projet et comment est-ce que cette idée de formation à la négociation vous est venue?
D'accord, bonjour à toutes et merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, je voudrais commencer par dire que Swadela, c'est une organisation qui a été créée de la rencontre de deux femmes, donc Anne Thibault et moi-même, qui ont des parcours très différents, mais en tout cas qui partagent une passion commune, qui est l'autonomisation de la femme. Pour ma part, j'ai grandi en banlieue parisienne de parents d'origine malienne et aussi d'origine sénégalaise de par ma mère. Ce sont mes parents, en fait, qui ont toujours privilégié l'éducation et qui nous ont inculqué la valeur de l'éducation. Pour mon père, c'était assez évident puisque, en tant que professeur, il avait une passion pour la transmission du savoir. En revanche, pour ma mère, l'histoire est assez différente dans la mesure où c'est une femme qui a dû quitter l'école lorsqu'elle était au lycée, l'année où elle devait passer le bac, suite au décès de son père, et pour aider sa mère à subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Mais c'est une frustration qui s'est développée au cours des années et surtout qui s'est transformée en force. Donc c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau dans son histoire, puisque elle a utilisé cette frustration pour en faire la force de nous donner à nous, à mes frères et sœurs et à moi-même, l'impulsion pour pouvoir rêver, donc rêver d'atteindre nos objectifs, de rejoindre les meilleures écoles, mais aussi de pouvoir nous développer et de faire les métiers auxquels on aspire. Donc aussi bien être ingénieur qu'être médecin. En tout cas, on n'a vu aucune limite, que ce soit dans les ressources, mais aussi on n'a pas été élevé avec les stéréotypes de genre, c'est-à-dire que on avait tous le droit de pouvoir rêver à faire quelque chose de très bien. Je voudrais également ajouter que donc l'histoire de ma mère, pour elle, donc ça s'est passé il y a plus de 40 ans. Elle a dû arrêter l'école malgré sa volonté de continuer ses études, mais c'est quelque chose qu'on retrouve encore 40 années plus tard, et encore plus en Afrique. Donc moi, à travers donc mon parcours personnel, mais aussi professionnel, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui sont brillantes, qui sont intelligentes et qui ont beaucoup de potentiel, mais à qui il manquait seulement une petite ressource pour pouvoir développer leur plein potentiel. Donc c'est ce qui m'a motivée à travailler pour mettre l'autonomisation des femmes au cœur de mes activités professionnelles et personnelles. Et j'ai eu la chance de rencontrer Anne Thibault lorsque j'ai repris mes études à Harvard, donc qui, elle, a une expérience non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que salariée, à la fois en Amérique et en Afrique, en Amérique latine et en Afrique, et qui avait cette force qui est le fait d'avoir déjà travaillé sur l'évaluation scientifique de projets de développement. Donc elle avait identifié ce projet qui avait été développé et testé dans un autre pays africain et qui a montré un impact assez impressionnant sur l'éducation des filles. Et elle est venue vraiment à Harvard avec cette idée en tête de remettre ce projet à échelle pour le rendre accessible à plus de filles. Et je dirais que ce qui distingue Swadela des autres organisations qui travaillent sur l'autonomisation des femmes, c'est que beaucoup de programmes qu'on a vus ont une approche assez holistique, ce qui est très bien également, mais nous, on a décidé de se focaliser spécifiquement sur la négociation, qui est une compétence très importante et qui est une compétence souvent peu développée par les organisations. Et on s'est dit qu'on allait apprendre à ces jeunes filles à être expertes en négociation, donc en revoyant le processus de négociation de A à Z, ce qui leur permettrait donc à la fois de développer leurs compétences en négociation, mais aussi de développer des compétences transversales qui sont par exemple la confiance en soi, acquérir une meilleure communication et puis de manière plus générale développer l'intelligence émotionnelle. Alors, bonjour Geneva. Oui, c'est Ami, enchantée. Plaisir de vous entendre sur ce plateau et félicitations pour votre initiative. Plus concrètement, comment s'opère justement votre programme ? Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même une journée type au sein de l'association ou en termes d'action ? Alors, je peux répondre à cette question. Bonjour, très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc, alors, typiquement, déjà, ce qu'on fait, c'est que, comme l'a mentionné Anan, ce que nous faisons d'abord, c'est de recruter et de former des jeunes femmes qui sortent de l'université pour qu'elles deviennent coach en négociation. Donc, elles reçoivent une formation intensive pour déjà devenir elles-mêmes expertes en négociation et pouvoir transmettre ces connaissances à des adolescentes. Ensuite, elles se rendent dans des écoles et en fait, notre programme consiste en 5 ateliers de négociation qui ont lieu généralement après la classe. Généralement, c'est des sessions de 2h30 à 3h. Et on leur enseigne une méthodologie qui s'appelle « Moi, toi, ensemble, construisons », qui sont 4 étapes pour bien préparer une négociation.
Et la méthodologie qu'on utilise est très pratique, en fait, puisque on n'apprend pas vraiment la négociation dans les livres, il faut pratiquer. Donc, on leur montre des cas pratiques, des mises en situation. On leur demande, par exemple, d'écrire un journal de bord où elles identifient les situations de négociation auxquelles elles sont confrontées au jour le jour, et aussi des jeux de rôle. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple de jeu de rôle, on a une situation où on a 2 sœurs qui se disputent parce qu'elles trouvent un citron et les 2 veulent le citron. Et en fait, à la fin de la dispute, elles décident de couper le citron en 2. Sauf qu'une fois qu'elles ont leur moitié, l'une ne garde que la pulpe et l'autre ne garde que l'écorce, parce qu'en fait, elles voulaient en faire des usages différents. Et donc, ce qu'on leur enseigne, c'est que si elles avaient identifié les intérêts qu'elles avaient, les intérêts mutuels, et identifié des solutions gagnant-gagnant, eh bien, elles auraient eu, une sœur aurait gardé toute l'écorce, l'autre sœur aurait gardé toute la pulpe, et elles auraient mieux satisfait leurs intérêts. Donc, voilà un exemple d'une journée type d'un atelier de Swadela. Alors, Djeneba et Anne, c'est Aurélie qui vous parle, depuis les femmes d'ici. J'aimerais savoir comment vous mesurez l'impact de votre projet, surtout en particulier au sein de la communauté auquel ces jeunes filles appartiennent. Est-ce qu'il y a des résultats concrets? Comment vous les mesurez? Ok, je vais répondre aussi à celle-ci et puis je laisserai Djeneba répondre à la prochaine. Donc en fait, nous, notre impact, l'impact qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment sur l'éducation des filles. Donc, comme Djeneba le disait, c'est un programme qui a déjà été testé. On sait qu'il a le potentiel d'avoir un impact positif sur l'éducation des filles. Donc, par exemple, à travers la négociation, les filles peuvent identifier les barrières à leur éducation et elles apprennent à voir comment elles peuvent influencer les décisions pour lever ces barrières. Par exemple, on s'est rendu compte en discutant avec ces jeunes filles qu'elles passaient beaucoup plus de temps à la maison aux tâches ménagères qu'au temps pour étudier et qu'elles ne se sentaient pas nécessairement à l'aise pour discuter avec leurs parents, pour négocier, pour avoir plus de temps pour étudier. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on essaye d'impacter. Et bien sûr, on essaye de développer leurs aspirations et qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent avoir un impact sur leur choix de vie, mais aussi qu'elles ont le potentiel de devenir des actrices du développement de leur communauté et de participer aux décisions de leur communauté. On espère qu'à plus long terme, on pourra mesurer l'impact sur la capacité de ces jeunes filles à prendre part à la vie citoyenne de leur pays, à être des parties prenantes importantes des processus de paix. Par exemple, on sait, il y a plusieurs études qui ont été menées qui montrent que les accords de paix qui sont négociés avec des femmes, c'est-à-dire qui incluent des femmes, sont des accords qui sont plus durables que celles qui n'incluent pas de femmes. Donc, sur le long terme, en tout cas, on aimerait beaucoup que aussi bien nos coachs que les jeunes filles qu'on forme deviennent ces actrices de la paix. Alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte, Anne et Djeneba, qu'effectivement il y a énormément d'applications de ce programme dans la vie courante, que ce soit au niveau personnel, à la maison, que dans d'autres sphères, notamment les sphères professionnelles. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi votre projet pour l'avenir? Parce que pour l'instant, vous êtes au Mali, mais est-ce que vous envisagez d'emmener Swadela et votre programme dans d'autres pays de la sous-région dans lesquels les circonstances pour les jeunes filles sont à peu près les mêmes? Alors bien sûr, on envisage d'abord de s'étendre au Mali, puisque là, on travaille avec les filles qui sont scolarisées. Il y a aussi une population qui est importante à prendre en compte, ce sont les filles hors de l'école. Donc au Mali, on a à peu près un tiers d'enfants en âge d'être scolarisés qui sont hors de l'école. Donc c'est une population aussi avec laquelle on veut travailler. On veut également travailler avec les filles qui sont en zone rurale, puisqu'elles sont aussi confrontées à d'autres défis pour l'accès à l'éducation. Et enfin, on veut également s'étendre au-delà des frontières maliennes, puisque la négociation, c'est une compétence qui est utile pour tous et pour toutes. Et surtout, le monde francophone a beaucoup moins accès à des ressources du fait de la barrière de la langue. Donc nous sommes en discussion avec des organisations pour étendre notre mission dans d'autres pays d'Afrique francophone. Donc peut-être en Côte d'Ivoire aussi. On l'espère. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite le meilleur pour le programme de Swadela et des résultats encore plus positifs pour le futur. Un dernier mot peut-être avant qu'on vous laisse partir?
Oui, alors nous, on se focalise, comme vous l'avez compris, sur les jeunes adolescentes, mais au-delà, comme on l'a dit, la négociation, c'est une compétence clé et qui est nécessaire à tous, parce que qu'on le veuille ou pas, on est tous des négociateurs et des négociatrices, on le fait dans la vie de tous les jours. Donc, chez Swadela, on met également à disposition des ressources qui sont pas à destination des jeunes filles, mais à destination de tout le monde, tout un public en général, et on organise des formations. Donc, vous pouvez nous suivre sur la page pour avoir les dernières actualités à ce sujet. C'est ça, c'est Swadela. Vous pouvez juste nous donner toute l'info pour ceux qui nous regardent, pour chercher plus d'informations, justement. C'est Swadela. Okay. Je t'écoute. Hein. Sur Facebook, donc c'est Swadela-Nego. Sur Instagram, on est aussi donc Swadela_org. Et on est également présent sur LinkedIn, Swadela-org. Et sur Twitter, c'est @Swadela15. Merci beaucoup. Merci Djeneba et merci Anne Thibault d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, on va partir en pub et on va se retrouver dans quelques instants pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. Restez avec nous. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, les Femmes d'ici, ça continue et c'est maintenant le moment pour Ami de nous plonger dans la zone digitale et de nous dire pourquoi il est important de communiquer sur le digital. Alors, rebonjour les filles. Rebonjour. Contente de vous retrouver. Pourquoi il est important de communiquer sur le digital? Bon, en temps normal, on se dirait c'est évident pour nous, mais je rencontre beaucoup de personnes qui sont hésitantes à le faire et j'aimerais quand même les sensibiliser à cela. Donc déjà, la com digitale, ce n'est pas les réseaux sociaux, ça c'est point de base, ce n'est pas Facebook, Twitter, Instagram. C'est pas ça. C'est pas que ça. Bon, moi, tu m'apprends quelque chose. Non, ce n'est pas que ça. D'accord. La communication digitale, c'est justement communiquer sur tous les outils du numérique. Donc site internet, etc. Enfin, tous les outils du numérique. Donc, tous les outils peuvent être utiles pour sa communication en fonction de son activité. Voilà. Donc, moi, j'ai recensé 5 bonnes raisons, déjà, pour communiquer sur le digital, pour avoir envie de le faire. La première chose, c'est que c'est moins cher. Par rapport à une campagne télé ou une campagne radio ou toute une campagne, comme on dit, 360 radio, télé, affichage. On a la télé, c'est vrai, mais on sait que les spots publicitaires, c'est pas donné. C'est pas donné, voilà. Donc, en fait, vous avez la possibilité justement de contourner ça avec une communication sur le digital, donc via du Google Ads, via le boost de Facebook, etc. Déjà, même sur les réseaux sociaux, créer un compte sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc, avant d'avoir un site internet, même si on le conseille, qui est payant, et encore même pour ça, il y a des prix qui sont différents en fonction, à peu près abordables en fait. Pour avoir un site internet, ça peut commencer à 200, 300 000 selon le besoin qu'on a. Donc, on peut... Oui. Et petite, justement, pour appuyer ce que tu dis, c'est que même mon agence immobilière, quand je l'ai montée, c'était 80% au départ de ma clientèle venait de Facebook. Du digital. Alors, du coup, c'était gratuit à l'époque. À ton deuxième point. On en vient à mon deuxième point, ça développe la visibilité et la relation client. Ouais. Donc en fait, la relation client, on arrive à échanger directement plus rapidement, donc on est plus efficace, mais aussi on peut avoir les avis systématiquement. Et comme Aurélie a dit, on peut avoir des clients plus rapidement via le digital. Le troisième point, c'est qu'on arrive à mesurer sa communication. Donc aujourd'hui, dès qu'on poste quelque chose, déjà on peut connaître l'audience, à qui on parle. Quand on parle de campagne, on sait à qui on parle, on peut le cibler, on voit qui réagit, comment les gens réagissent. Donc on peut déjà mesurer si la campagne a été bonne ou pas bonne. On peut mieux mesurer que les campagnes physiques. Voilà, l'affichage par exemple, on ne sait pas vraiment le nombre de personnes, on imagine, on suppose, on ne sait pas vraiment le nombre de personnes qui a vu, etc. Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction. Et voilà, justement. Le quatrième point, c'est qu'on valorise quand même son image de marque. On est dans une ère où la marque doit se différencier. Donc, en fait, tu as une entreprise, tu dois pouvoir te différencier. Donc, raconter ton histoire, raconter comment tu développes ton produit, présenter en tout cas son produit sous différentes coutures, ça valorise l'image de marque et ça permet de se différencier par rapport à la concurrence. Absolument. Et le dernier point,
Parce qu'il faut, en fait. Tout simplement. Non, il faut, on est en 2021, les gens, on a l'ère du digital, on ne peut pas, il faut vivre dans son temps. Aussi. On parlait d'alphabétisation. Aujourd'hui, c'est la digitalisation. Absolument, donc il ne faut pas rater le coche, il ne faut pas se fermer. Et attention, je parle vraiment d'entreprise et de marque. Les personnes peuvent décider de se mettre en avant ou pas, mais en tant que privé, mais en tant qu'entreprise, en tant que marque, ça fait même louche que vous n'ayez même pas une page. J'avoue, quand je pense qu'il y a des gens... Si je vois une boîte, je sais pas moi, un magasin, ce que tu veux, une marque qui n'a pas de page ou aucune présence sur le digital, je me pose des questions. Je pense que j'ai encore certaines amies qui n'ont pas le temps de se mettre sur Facebook. J'ai dit, toi, tu n'as rien. Non, mais pour un business, après, pour elle-même, on peut comprendre, mais honnêtement, pour un business, on peut pas ne pas être sur sur le digital. Voilà. Merci beaucoup. Bien compris, hein. Merci beaucoup, Ami, pour toutes ces infos. Et j'espère que ça va servir... Sensibiliser les gens. Alors, on va passer maintenant à notre rubrique au top et on va recevoir dans quelques instants notre nutritionniste santé Dédé Bovy. Hello, Dédé. Et c'est pour... Désolée, et vous avez fait les tests avant de vous faire des bisous? Je suis vaccinée, merci. Ah bon? Oui, précisons pour le public qui nous regarde. Pardon, non, là maintenant, tu vois... Mais par contre, vraiment, cette discrimination-là... Non, mais parce que, voilà... Ça fait longtemps. Alors, cette tenue, très jolie. Majestueuse. On en parle. Génial. Merci. Très jolie. Ça te va très bien. Alors, Dédé, aujourd'hui, tu nous parles des potions magiques, c'est ça? C'est ça. Ah, ouais. De ces fameuses potions magiques pour maigrir. Elle est blasée. Voilà, très rapidement. Elle n'a rien dit, elle est blasée. Exactement, ces fameuses potions magiques. Vous savez, c'est une industrie qui vaut des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Donc, c'est très lucratif et les gens sont prêts à tout pour se faire de l'argent et tout. Et il faut savoir que le marché de ces potions magiques-là, on va dire, est pas réglementé autant que l'industrie pharmaceutique. Parce que dans l'industrie pharmaceutique, on a des recherches qui ont été bien faites avec des stages cliniques et tout ça, avant d'être commercialisées. Mais dans cette industrie de suppléments alimentaires ou de thé ou de, ou de pilules et tout ça. Tu as vu le visage d'Ami? Pourquoi t'as eu cette réaction, Ami? Non, qu'est-ce qui a pris des thés, genre pour perdre du poids? Nous toutes, franchement. Non, pas moi. Non, si, moi. Et on a commencé avec les thés qui... Il y a longtemps, les thés laxatifs, là, on ne sait même pas. Moi, tu te réveilles le matin, tu n'as même pas le temps. À une époque, je prenais des gélules, effectivement, pour perdre du poids. Oui, mais il y en a qui sont quand même vrais, quoi, qui sont quand même attestés et approuvés par des laboratoires médicaux, quand même, des produits français, je ne dirais pas le nom, mais il y en a quelques-uns qui existent, mais c'est sous prescription médicale, d'accord? Et il faut vraiment que le besoin soit là. Donc, il faut que la personne ait tout essayé, en essayant de changer déjà son alimentation, parce que c'est la première chose, en faisant une activité physique aussi. Donc, si la personne a vraiment tout essayé, en état d'obésité avancée et morbide, là, d'accord. D'accord, mais pas parce qu'on n'est pas bien en maillot de bain ou dans son bikini ou qu'on tu n'y crois pas du tout? En fait, il n'y a pas de raccourci, c'est ça que tu me dis. Exactement. Donc, vaut mieux pas. Parce qu'en fait, on peut se créer des problèmes de santé. Ouais. Parce que, tu vois, parmi ces potions-là, il y en a qui stimulent en fait, le métabolisme. Donc, les personnes qui ne savent même pas qu'elles sont malades ou qui ont une maladie cardiaque sous-jacente ou même qui sont déjà malades, prennent ce genre de potions-là, elles vont se créer des problèmes, quoi. D'accord. Donc, c'est pas tant un problème d'efficacité, c'est plus un problème d'effet sur la santé. Voilà. Mais ça peut être efficace. Et puis efficacité aussi. Efficacité, c'est vraiment très moindre parce que quand on compare avec un placebo, donc on remarque que c'est à peu près 1,5 kg de différence par mois. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre sa santé en danger pour 1,5 kg par mois alors qu'on peut très bien perdre même plus en changeant son alimentation et en bougeant tout simplement. Voilà, et ça en va. En fait, je pense que c'est juste une question les gens aiment les résultats rapides. Oui. Et surtout, je pense qu'on aime tous un peu les promesses. Non, c'est surtout qu'on ne veut pas changer nos habitudes, mais on veut mériter. Tu veux la fin, mais tu ne veux pas mettre les moyens. Tu veux la fin, mais tu ne veux pas mettre les moyens. C'est vrai, malheureusement. Mais il faut faire attention. Dans tous les cas, même si y a des personnes qui veulent forcément prendre ce genre de produit-là, toujours consulter le médecin de famille ou le médecin traitant et tout,
avant de commencer. Faire un bilan de santé, demander son avis avant de commencer parce qu'on ne sait jamais. Demander les compositions aussi de ces produits. Et quand tu parles de potions, c'est à la fois l'été, l'été, qu'on sache exactement de quoi on parle. Oui, voilà. Alors l'été, les petites pilules, des injections, parce que des fois... L'été encore, je peux dire que ça reste quand même quelque chose de plus ou moins naturel. Ça dépend, comme je dis, par rapport à comment c'est fabriqué, etc. Oui, je dirais quand même que l'été, on peut peut-être pas l'exclure, mais un peu le mettre de côté. Par contre, c'est pas toi qui va décider. Mais attendez, je donne mon avis. D'accord, c'est mon avis. Mais les pilules, je suis d'accord avec toi. Les injections, ça, pour moi, je suis d'accord avec toi. Parce que l'été, c'est vraiment très commun. Je vais en parler. Alors, en général, ce sont des laxatifs. Faut pas se leurrer, ce sont des laxatifs. Donc, ça accélère le transit intestinal. Mais ce que ça crée, en fait, c'est que ça empêche l'absorption de certains nutriments. Donc, sur le long terme, on peut se retrouver avec des carences. Des carences, d'accord. Okay. Donc, si vous voulez le prendre juste pour une période courte, d'accord, mais sur le long terme, vous allez vous créer des carences. Bien sûr. Et là... c'est pas les injections, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est terrible. Mais sinon, oui. Non, je voulais quelque chose, je t'écoutais. Non, je veux dire, faites très attention parce que c'est un marché qui n'est pas aussi réglementé. Des fois, on a des substances qui sont bannies, qui se retrouvent à l'intérieur. Les dosages peuvent être dangereux. Il y a eu des cas en Occident qui ont été reportés avec des personnes qui sont décédées au pays. On ne sait pas trop parce que ce n'est pas des choses qui se reportent. Donc, faites vraiment, vraiment très attention. À vouloir maigrir trop vite. Il faut juste changer son alimentation et son mode de vie. Son mode de vie, parce que de toute façon, même après quand on a pris ce genre de produit-là, quand on a soi-disant maigri après, qu'est-ce qui se passe? On reprend. On reprend. On change pas. Il faut changer en fait son rapport avec l'alimentation. Donc c'est la base. Et comme d'habitude, il faut suivre donc Dédé Yebovi sur les réseaux sociaux car elle nous donne tout ce qu'il y a comme tips, astuces justement pour changer son alimentation, pour manger aussi des choses sympas, avoir l'impression qu'on a quand même mangé. Aujourd'hui matin, j'ai vu un gâteau au chocolat à la banane. Ce week-end. Oui, je l'ai vu aussi. Nutritionniste Abidjan. Voilà. Donc Dédé, nutritionniste, c'est ça? C'est Dédé nutritionniste? Nutritionniste Dédé ou Abidjan. Voilà, exactement. Merci beaucoup Dédé. Merci les filles. À la prochaine. À la prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On vous donne rendez-vous dès demain pour une toute nouvelle édition des Femmes d'ici. À demain. Bye bye.